Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Jérémy. Bonjour. Et Jérémy a plusieurs actualités. Vous allez voir, il y a plein de sujets qu'on va aborder ensemble. Je peux même pas vous faire une preview de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Mais la première chose, c'est donc tu es docteur. Ouais, docteur en cinéma. Docteur en cinéma. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire un peu sur quoi c'était ta thèse? Alors, ma thèse, je l'ai finie il y a un an. C'était une thèse en cinéma qui portait sur un regard croisé entre une approche esthétique des images et une approche biologique des images. Donc c'était se servir des concepts en biologie et des concepts en esthétique afin de penser les images. Et je me suis basé sur un phénomène du vivant qui s'appelle la bioluminescence. D'accord. Donc l'objectif de l'entretien qu'on va avoir, c'est que à la fin, ils aient tous compris ce que tu as dit au début. Voilà. Donc on va repartir un petit peu dans le parcours de Jérémy et vous allez voir qu'on va toucher à plein de domaines. Tu as fait l'école normale supérieure. Ouais. J'ai fait l'ENS en cinéma. Donc j'ai fait un master de cinéma à l'ENS à Lyon après avoir eu le concours. Et c'est 4 ans d'études financées, voilà, jusqu'à ce que soit on obtienne l'agrégation, que je n'ai jamais passé, soit qu'on fasse un doctorat ou autre. Et donc j'ai fait un doctorat. On va venir à la manière dont tu es passé de ce parcours à l'ENS vers un travail de thèse et de recherche. Mais avant, en fait, je voulais te demander, tu as commencé à faire du cinéma quand? Quand est-ce que tu as commencé à filmer, à trouver que le cinéma c'était quelque chose qui te plaisait? Ça a vraiment commencé quand, après l'ENS, je suis allé à New York, que j'ai rencontré un très bon ami maintenant à moi et qu'on a fait le premier film documentaire qui a un peu tourné et que j'ai découvert le documentaire en fait. C'était quoi le documentaire que tu as réalisé? Eh bien, le premier à New York, c'était sur le marché aux poissons du Bronx. Donc en fait, sur le marché aux poissons, il y a un quartier industriel qui est autour, qui est au fin fond du Bronx, et qui est appelé par tout le monde à New York un no man's land. Ok. Et donc nous, notre idée, c'était d'aller voir qui étaient les humains qui travaillaient dans un soi-disant no man's land. Et donc c'était un travail de nuit, donc on y allait un peu la nuit, on s'est dit, bah, c'est l'aventure, c'est cool, on va dans le Bronx et puis on va passer la nuit là-bas. Et en fait, ce marché aux poissons était le marché aux poissons historique de New York, qui était avant dans le sud de Manhattan. Donc comme les Halles à Paris, qui a été viré en banlieue, et ben, c'est pareil, c'est un grand marché aux poissons qui était un peu le cœur de la vie urbaine à l'époque, qui était là au fondement de New York et qui faisait toute sa force, disons, à la fois culturelle, sociale, populaire dans le sud de Manhattan. En 2005, je crois, a été déplacé pour nettoyer finalement, entre guillemets, le centre de la ville. Et donc on allait voir ces gars qui avaient travaillé dans l'ancien marché aussi, on leur demandait, voilà, qu'est-ce que ça représentait pour eux ce déplacement. Et on a beaucoup posé des questions d'enfermement, de déplacement, de sensation de déplacement, de voir un peu leur trajet quotidien, de voir un peu le trajet des poissons. En fait, juste à côté du marché aux poissons, il y avait aussi une prison qui était sur une barge, donc sur une espèce de bateau réaménagé en prison qui était fixé à quai. Donc il y avait la barge, le marché et un centre de traitement des déchets. Donc dans ces 3 endroits, il y avait une espèce de circulation et d'étapes de choses qui sont transformées puis déplacées. Donc on questionnait un peu tout ce processus-là. Mais tout ça est venu très progressivement, parce qu'au départ, on y allait juste pour découvrir, et on pensait en fait trouver un marché aux poissons où on verrait des animaux, enfin des poissons encore entiers qui arrivent presque de l'eau, comme c'est près de l'East River. On pensait que les bateaux débarquaient peut-être juste là. Et en fait, on découvrait Rungis, quoi. C'est-à-dire, on découvre des camions, des cartons, de la glace, et très peu d'animaux vivants, et très peu d'animaux entiers, en fait, déjà découpés. Et en fait, la plupart des poissons qui étaient là arrivaient de Floride et puis repartaient en Californie. Enfin, c'était, voilà. Ça, c'est intéressant. J'ai envie qu'on creuse un petit peu la manière dont on construit un documentaire. Est-ce que donc, la première chose que tu avais, c'était tu t'es dit, il y a un lieu et ce lieu est intéressant. Et comment est-ce que tu as construit la narration du documentaire? Est-ce que tu es arrivé au départ en te disant, je vais raconter telle histoire, et au fur et à mesure, c'est une autre histoire qui a émergé? Comment ça se passe concrètement?
Alors déjà, il y a 1000 manières de faire. Moi, la manière que nous, on a faite, c'était une manière complètement, comment dire, amatrice, ou en tout cas, sans savoir du tout rien de comment ça marchait. Et déjà, à la base, on pensait juste faire un court film sur ce lieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on y allait une nuit, puis 2 nuits. Puis déjà, c'était très compliqué d'avoir accès au lieu. Au départ, on était assez mal reçus par la plupart des gars qui nous semblaient les plus intéressants. Il y avait assez vite les premières vagues de personnes qui viennent te parler et qui ont envie de te raconter leur blabla habituel qu'ils racontent à la télévision. Donc déjà, il faut faire comprendre que tu n'es pas la télé, que tu n'es pas un étudiant qui fait un travail d'études, que tu fais un travail de documentaire de création. Donc déjà, de faire comprendre qu'est-ce que ça représente, c'est déjà beaucoup d'étapes. Et en fait, ça s'est fait parce qu'on est revenu encore et encore et encore. Et à chaque fois qu'on rentrait le matin à 8h du mat avec Fabien, mon ami avec qui j'ai fait le film, on puait le poisson, on était dans le bus qui revenait chez nous à Manhattan, enfin à Harlem. Et on se disait, putain, en fait, on n'aurait pas du tout dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. On rentrait, on recogitait toute la semaine, on faisait des plans, on faisait des dessins, des cartographies un peu de ce qu'on voulait commencer à mettre en place. Et on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on ramène ça, ça, ça. On a commencé à ramener des cartes qu'on avait imprimées de la zone. Et on voulait leur montrer les cartes et qu'ils nous disent, bon, où est-ce que vous habitez, où est-ce qu'on est ici, où était l'ancien marché, pour mettre un élément tierce dans la narration. Et petit à petit, les idées narratives sont construites par les allers-retours qu'on a fait sur place. Et petit à petit, à force de revenir, les mecs qui au départ étaient les plus violents envers nous revenaient nous voir et disaient, mais en fait les gars, qu'est-ce que vous foutez ici quoi? Et du coup, ils venaient, ils disaient, ah mais en fait moi j'ai une histoire à te raconter, nanana. Et après, on n'avait même plus à aller les chercher, on se posait avec la caméra quelque part et les mecs venaient. Parce qu'en fait, ils étaient en train de bosser tout le temps, donc nous on était toujours dans leurs pattes. Donc c'était assez chouette aussi parce que tu filmer le travail, déjà filmer d'entretien c'est compliqué, filmer le travail c'est hyper compliqué. Donc tu sais jamais trop où te foutre. Tu as toujours des gens qui vont être là, puis plus là, puis là, puis plus là. Donc tu travailles avec cette matière éphémère, mouvante, dynamique. Et le film est porté par ça, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'on revenait, on se disait, en fait, ce lieu, c'est pas du tout ce qu'on pensait. En fait, le fantasme qu'on avait au départ est beaucoup moins intéressant que la réalité de ce lieu. Et c'est de ça dont on a envie de parler, quoi. Donc on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Puis après, il était temps de revenir en France parce qu'on était là juste 1 an. Donc les derniers jours, en fait, avant de partir, on y est retourné genre tous les jours pour avoir un maximum d'images, sans même réfléchir à quoi, quand, comment, juste accumuler de la matière. Et après, en retour en France, en fait, j'avais rencontré aussi un autre pote à New York qui était monteur. Et là, on l'a fait venir en France. Et pendant 1 mois et demi, on s'est enfermés tous les trois à Paris chez moi. Et en fait, le film s'est construit au montage à ce moment-là, quoi. Et est-ce que y a un monde entre l'histoire qui se déroule quand tu es en train de créer le documentaire et l'histoire que tu crées au moment du montage? Ouais. Comment ça se passe le rapport entre les deux? C'est assez, à la fois assez merveilleux, assez douloureux. Déjà, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un monteur, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui arrive, qui n'était pas sur le place et qui te dit, en fait, je m'en fous que ton expérience de ce moment était superbe, parce que les images, elles ne le montrent pas. Et en fait, moi, je m'en carre complètement de ce que raconte cette image. Toi, pour toi, elle représente un moment fort, mais on ne le sait pas. Donc, ça back. Donc en fait, il y a tous ces moments-là où tu dérushes, donc tu parcours l'ensemble de tes images et tu vois lesquelles sont utilisables, pas utilisables, lesquelles sont les plus fortes, lesquelles peuvent faire des séquences, lesquelles peuvent... Et tu commences à se voir dessiner un film qui n'est pas du tout celui que tu avais imaginé au départ, quoi. Qui est vraiment un film qui est fait par la matière que tu as d'image et non plus par le réel auquel on n'a plus accès. Et du coup, on doit faire avec un autre réel qui est celui des images et qui ont leur propre loi en fait. Leurs propres désirs, leurs propres propositions et puis leurs propres limites. Et donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dire aux images si c'est pas dans les images, ça n'a pas été pensé au moment du filmer. Et donc là, et c'est aussi l'occasion d'avoir des surprises où on se dit ah mais en fait je pensais pas du tout que cette image-là racontait ça. Et en fait c'est génial parce que mis avec cette image, ça raconte exactement ce qu'on voulait raconter mais autrement. Et du coup on peut commencer à se dire bon alors on va faire un film qui raconte à la fois l'histoire de ce lieu, mais aussi l'histoire de notre rencontre avec ce lieu. Et donc tout ça ensemble va commencer à dessiner un fil.
qui dans ce film est assez mince, parce que finalement le film est fragile, mais c'est ce qui fait aussi, je trouve, toute sa beauté. Et il a été fait par nos propres moyens de A à Z, et il a fini par tourner en festival. Il a fait le FID Marseille, donc un des plus grands festivals en France de documentaires. Puis après, il a fait une quinzaine de festivals en Europe. Et c'était aussi l'occasion de revenir à New York, parce que le film a été montré à New York, de réinviter des gars du marché aux poissons, dont un seul est venu, mais il est venu. Et il a pleuré à la fin du film, il a trouvé ça magnifique. Et puis on est retourné au marché, on a leur ramené des DVD qu'on avait fait. Quand on regarde maintenant ce documentaire, selon toi, il raconte quoi? Selon moi, il raconte l'expérience de travailleurs de la nuit dans un coin de New York qui est complètement ignoré, qui ont été déplacés du centre vivant de la ville où ils avaient une interaction avec les gens, avec la ville elle-même, avec sa vitalité, où ils étaient en interaction, où il se passait... En tout cas, c'est ce qu'ils racontent souvent, c'est qu'ils avaient vraiment la sensation de faire partie du tissu urbain, alors que là, ils sont enfermés, clôturés dans un centre qui est beaucoup plus hygiénique, mais qui finalement a coupé l'ensemble des saveurs humaines, quoi. Et donc, ce film, il raconte comment est-ce que des gens qui sont enfermés dans un lieu sont traversés par toute une série de trajectoires. Et comment est-ce que ces trajectoires-là font aussi que ces personnes sont beaucoup plus que ce qu'elles pensent être, ou comment elles se présentent, et que le cinéma peut aussi donner à voir l'ampleur d'une personne, juste parce qu'elle s'intéresse à tous ces faisceaux de trajectoires qui la traversent. Et donc c'est ce que tente de faire le film, quoi, de faire de ces personnes des journeymen. Et en fait, les journeymen, dans le l'argot du marché, ça désigne ces personnes qui tirent des chariots pour trimballer les caisses, ou même maintenant dans les Fenwick, qui déplacent les cartons et tout. Ils s'appellent des journeymen. Et on n'arrêtait pas de demander pourquoi est-ce qu'on les appelle des journeymen, ces gars. Et donc ils disaient, bah, je sais plus, ça date de l'ancien marché, machin. Donc il y en a qui disaient, bah, c'est parce qu'avant c'était une galère de trimballer ces caisses, parce que le sol était pavé, qu'on avait des machines à la main et qu'il fallait tracter le truc. Donc c'était un putain de voyage à chaque fois qu'on déplaçait un truc. Et en même temps, pour nous, ça représentait aussi le fait que ces gars-là sont des voyageurs, quoi. Même s'ils sont encore là dans une sorte d'enfermement. Ils ont traversé l'histoire de New York, ils traversent quotidiennement la ville, leurs poissons passent leur temps à faire le tour du monde avant d'arriver là. Donc c'est ces sortes de mélange entre la station et le mouvement. Et est-ce que quand tu commences un documentaire, tu as l'impression d'être animé par une mission, quelque chose qui ressemble à une mission politique? En tout cas, il n'y a pas de volonté de message. C'est pas du militantisme, c'est jamais du militantisme. Et pourtant, on a très à cœur de penser une politique des images et de penser une politique du cinéma, mais qui ne relève pas, selon moi, forcément du message explicite que va formuler le film, mais plus dans la manière d'aborder les personnes, dans la manière de penser leur statut dans les images, de la manière de penser les liens qu'on fait entre nos narrations, leur narration, l'ensemble des récits, la manière de proposer une multiplicité de récits. Pour moi, le fait de ne pas favoriser une hégémonie narrative ou une hégémonie du récit, c'est une forme de politique. Et donc de penser, la plupart de mes films sont fondés sur une polyphonie et sur une multiplicité de strates narratives, de fils narratifs, qu'il faut quand même arriver à tresser ensemble pour qu'on puisse suivre quand même une évolution dans le film, ce qui est souvent la grosse difficulté de mes projets. Mais pour moi, ça relève d'une forme de politique.
Faut qu'on développe ça parce que c'est intéressant. Quand tu dis il y a une politique des images, est-ce que tu peux clarifier un peu ça veut dire quoi concrètement pour toi? Pour moi, ça, en fait, déjà pour moi, il y a plein de choses politiques qui se passent quand tu poses un cadre. Quand tu poses un cadre, tu poses une scène et un hors-scène. Tu poses un champ et un hors-champ. Tu poses ce qui a droit à être vu, ce qui est gardé dans le non-vu ou dans le potentiellement vu ou dans le pas encore vu. Enfin, il y a toute une série d'enjeux qui sont de l'ordre de qu'est-ce qui fait partie de notre scène. Et après, un film, dans son montage, dans sa construction, il construit aussi une scène plus grande à travers le montage. C'est-à-dire comment est-ce que ces différents plans, ces différents cadres, on les met ensemble et quel lien on décide de faire entre ces plans. Soit on décide de faire des liens évidents, téléguidés, ou une image on appelle une autre, et puis finalement on reste toujours dans le même champ et puis dans la même scène, et puis finalement on ne fait que répéter sans cesse le même monde qu'on voit et qu'on pense être le monde. Voilà, sur une série de schémas qui sont un peu immédiats. Soit on décide de faire des liens qui sont différents et qui ne sont pas des liens du tout évidents, qui ne sont pas du tout des liens d'immédiateté. Mais qui sont des liens en fait de pensée. Et les images peuvent penser par ces liens-là. C'est l'entrechoc aussi des images et des liens qu'on propose qui font que des images peuvent penser. Et le fait qu'on accorde la possibilité à une image de penser, pour moi, c'est la politique d'une image. Si on pense qu'une image, ça représente, ça ne fait qu'imiter et être un doublon d'une forme de réalité juste pour illustrer, alors pour moi, là, c'est vide de sens et il n'y a aucune politique. Si par contre, on a conscience que ces images-là, elles ont une puissance, qu'elles ont aussi une responsabilité et qu'elles ont aussi une justesse, alors on les aborde très différemment. Et une des choses qu'on avait à cœur dans le montage du film quand on était sur la phase de montage, c'était de vraiment travailler le moment où un personnage allait apparaître pour la première fois. Et on avait vraiment envie que la personne ait un temps d'apparition. Donc pas qu'on la prenne comme une donnée accessible et évidente et disponible et qui nous était due, mais comme quelque chose qui avait sa propre temporalité pour apparaître dans l'image et de lui accorder ce temps et cette durée pour en quelque sorte marquer le fait que notre accès à cette personne, elle est le fruit d'une relation, d'un travail, d'une confiance, et qu'elle n'est pas le fruit d'une immédiateté, du fait qu'on a une caméra et qu'on a le droit de filmer ce qu'on veut, quoi. Lenny? There's the Hulk. We call him the Hulk. Une image dans un film documentaire, il faut bien doser l'info que tu donnes et tout ce que tu proposes d'autre qui n'est pas de l'ordre de l'info, qui est de l'ordre de la forme, qui est de l'ordre d'une pensée qui n'est pas celle de l'information didactique de qui, quoi, quand, comment, mais de pourquoi, quelles autres choses et tous les autres éléments qu'on veut mettre en lien qui n'appartiennent pas forcément à la réalité de ce lieu, mais à notre rencontre avec ce lieu. Donc, évidemment, dans nos images, il n'y aura jamais la figure de quelqu'un avec son nom en dessous. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est beaucoup plus ce qu'il incarne et ce qu'il choisit d'incarner pour l'image à ce moment-là. Donc ce n'est pas capter une personne à un moment donné et se dire que ce qu'on capte c'est la personne et basta. C'est poser un cadre comme un lieu d'accueil qui peut accueillir ce qu'une personne a à proposer. Ça c'est idéalement, après c'est pas forcément comme ça que ça marche en effet ou que ça marche dans les images, mais c'est un peu la vision idéale du truc, c'est penser la caméra et le cadre comme un lieu d'accueil
dans laquelle on va laisser le temps à ce que les personnes, en l'occurrence ici les personnes humaines, puissent avoir le temps d'apparaître et de se proposer à l'image. C'est vraiment intéressant cette manière dont tu traduis des objectifs, des idées en choix techniques de réalisation. Et je voudrais que tu développes une chose dont tu as parlé qui me semble intéressante. Tu disais que tu avais notamment à cœur de rompre avec la narration classique. Que tu voulais par exemple qu'il y ait une polyphonie, qu'il y ait une diversité de points de vue. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que c'est parce que tu penses que la narration classique, ça a un impact négatif sur nous en tant que spectateurs? Tu penses que ça nous rend plus bêtes, plus formatés? C'est peut-être pas contre la narration classique, mais contre l'idée qu'il y aurait un besoin pour un film d'avoir un seul fil narratif bien construit et bien tendu du début à la fin, et que c'est la seule manière de bien comprendre un film. Et en fait, ce qu'on voit souvent en documentaire, qui sont des solutions assez efficaces, c'est d'avoir un personnage, et on va suivre un personnage, et voilà. Et il va nous introduire à toutes les choses, et puis en fait c'est assez simple, on va suivre ce personnage, son récit, et puis voilà, ce qui est très bien. Parfois, mon enjeu, ça a été d'éclater un peu cette forme, non pas tant parce que j'y ai vraiment beaucoup réfléchi en amont, mais parce que sur le terrain et ma manière de procéder, ça se finit toujours comme ça. Donc je suis toujours un peu à devoir bricoler avec une multiplicité de narration, parce que j'ai toujours en fait sur le terrain envie d'explorer toutes les perspectives et en fait de les mettre ensemble de manière à ce qu'elles pensent entre elles. Et sans forcément trancher ou sans forcément faire juste une sorte de tableau des différentes perspectives, mais vraiment de les organiser de manière à ce qu'elles racontent quelque chose entre elles et que dans leur mise en commun, une narration se déploie. C'est ce que j'ai fait dans le dernier film qu'on a fait en Afrique du Sud, qui était une sorte de film humanimalier. Donc c'était documentaire animalier, humain, donc un peu tout mélangé. Et il y avait quand même cette idée que dans le documentaire animalier qu'on voit très souvent, c'est quand même toujours le même paradigme narratif qui est mis en avant. C'est-à-dire que on a un monde animal, on a un monde humain qui est complètement effacé des images, et on va raconter ce monde des animaux comme une nature sauvage et préservée qu'on observe et qu'on peut comprendre et qu'on respecte. Nous, l'idée c'était de dire non mais attendez les gars, on est en Afrique du Sud, il y a plein de réserves où on pourrait très bien faire des images où les animaux apparaissent comme dans une sorte de naturalité, mais c'est pas ça. C'est une espèce de bordel où le sauvage et le domestique sont complètement confondus, où les mondes humains et les mondes animaux sont complètement poreux, où le rêve du safari super épuré dans un monde, dans une savane magnifique, en fait, il n'existe pas, ou s'il existe, il est réduit à un champ justement très restreint, et tout le hors-champ, l'envers du décor, c'est une espèce de souffrance, de business, de violence qui est à la fois entre humains et animaux, entre humains et humains. Donc voilà, l'enjeu du film, c'était que tous ces fils narratifs-là soient présents et qui s'entrechoquent, et qu'en fait, en voyant le film, on soit un peu perdu, parce qu'au départ, en fait, on y va, on se dit « Ah bon, finalement, la conservation, c'est pas très compliqué. La conservation, c'est bien, le braconnage, c'est pas bien. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, nous, c'était de rendre compte de cette complexité sans la dire, mais en essayant d'en rendre l'expérience et de faire en sorte qu'on la ressente et qu'on se sente très perturbé au visionnage parce qu'on se dise « Oh putain, en fait, je sais pas du tout comment me positionner. »
Est-ce que tu peux développer un peu ce que c'est que la philosophie des images? Ouais. Alors déjà, il y a toujours un souci de partir de l'analyse précise des séquences. Donc d'avoir une description des séquences la plus, disons, précise, détaillée possible. Et donc la description d'une séquence, ça prend en compte tous les éléments d'un film, en partant du niveau de la narration, qui est un peu le niveau 0. Mais il y a aussi le niveau plastique. Donc de quoi l'image en tant qu'image est faite, en termes de lumière, en termes de grain, en termes de composition, en termes de figure, en termes de motifs, en termes de qu'est-ce qui compose l'image plastiquement, quoi. Et là, on ne parle pas vraiment de qu'est-ce qui charrie telle émotion ou tel message. On est vraiment dans des considérations d'abord de description plastique de, bon voilà, il y a toutes ces choses-là dans l'image. On peut aussi ensuite avoir un niveau effectivement symbolique ou en tout cas de référentiel, donc à quoi ces choses peuvent faire référence. Et il y a un niveau filmique qui est comment est-ce que le film en tant que film se manifeste dans cette séquence, dans ces images. Donc le film en tant que film, ça veut dire le film en tant qu'un art, en tant qu'un médium, en tant qu'un processus à la fois technique, artistique, épistémologique, symbolique, tout ce qu'on veut. Comment est-ce qu'il se manifeste dans ces images et qu'est-ce que ces images racontent de l'histoire de ce médium et de sa place dans notre histoire de la pensée, dans notre société, dans notre culture, dans tout ça. Et est-ce qu'un cours dans cette discipline, ça veut dire que par exemple le professeur va venir avec une séquence et va essayer de vous en montrer toute la complexité? Ça ressemble à ça? Ça peut être ça, ouais, tout à fait. Ça peut être ça, ça peut être En fait, c'est un peu comme l'analyse d'extraits de littérature, c'est-à-dire ou de poèmes, c'est-à-dire qu'on va décomposer une séquence et on va essayer de voir comment est-ce que déjà quelles étaient les intentions peut-être de départ dans la composition, dans la construction. On peut très bien retracer quelques intentions, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de relier ce qui se passe dans la séquence de cinéma à d'autres choses, donc à l'histoire de l'art, à la philosophie, à l'histoire des sciences, à l'anthropologie, à toute une série d'éléments qui vont nous permettre de comprendre cet événement plastique comme un événement social, culturel, économique, politique, et d'en dégager des lignes de sens qui ne sont pas du tout forcément l'intention de l'auteur, ça on s'en fout complètement. C'est quoi une ligne de sens? Une ligne de sens, c'est... je sais pas, par exemple, dans une image, on peut repérer une sorte de survivance ou de résurgence d'un motif qui était très fort en histoire de l'art, par exemple. Et on peut se dire, tiens, dans cette séquence-là, il y a un motif étonnant, ou une figure, ou quelque chose qui se passe qui est assez singulier. À quoi ça fait appel? Et ça peut faire appel à une iconologie, une iconographie qu'on connaît bien en histoire de l'art. On peut faire des liens, et on peut se dire, tiens, dans un tableau, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire que dans un cinéma, dans un film, on reprenne un motif qui avait du sens en peinture et qu'on le met en cinéma? Et du coup, ça veut dire, bon, déjà, tu essaies de comprendre en peinture qu'est-ce que ça veut dire, et du coup, en cinéma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que le médium lui-même se pense comme une forme artistique et se pense à travers une figure, et donc essaye de se manifester en tant que médium et de dire, voilà, je ne suis pas qu'une histoire, je ne suis pas que du symbole, je suis aussi de la matière, je suis aussi de la lumière, je suis aussi une plastique. Et cette plastique-là, elle peut avoir une forme de pensée, de philosophie, de théorie propre. En études cinématographiques, en fait, on a souvent tendance à différencier le niveau de la représentation et le niveau de la figurabilité. C'est-à-dire que une image, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au documentaire, c'est-à-dire que une image, si on considère qu'elle est là pour représenter, pour illustrer,
finalement, à part analyser son contenu de communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle fait passer l'information qu'elle contient, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Alors qu'une image qui se pose des questions de figurabilité, c'est-à-dire qui se demande est-ce que je suis moi-même en tant qu'image capable de représenter ce que je veux représenter? Alors là, il se pose beaucoup de questions, parce qu'on se dit, bon, déjà, il y a quelque chose de potentiellement invisible qui essaye de se manifester en tant que visible. Et le cinéma, c'est l'art du visible. Et donc et pourtant, toute notre réalité n'est pas que visible. Donc il y a certaines choses invisibles qu'on aimerait tenter de représenter ou de figurer. Et donc l'analyse des images consiste aussi à décrire qu'est-ce que c'est qu'un invisible qui est en train de se figurer dans une image et quelle dynamique plastique, narrative, etc. ça met en place, ça met en branle. Et comment le cinéma est capable d'accueillir ça, de gérer ça, et quel sens on peut en tirer. À la fois pour le cinéma lui-même, mais aussi pour simplement penser le monde à travers le cinéma en tant que forme qui pense d'elle-même, quoi. Et est-ce que c'est des questions que tu te poses quand toi tu veux faire un film? Alors, faut surtout pas se les poser, quoi. Parce que c'est un peu le piège de vouloir théoriser sa pratique et de vouloir concrétiser sa théorie, quoi. Donc, c'est plutôt. En amont, il y a pas mal de considérations comme ça. Moins directement, disons, prévu en mode bon, je vais faire telle et telle manière de filmer pour que ça pense à telle et telle chose, mais plutôt de me dire bon, c'est quoi les questions qui m'intéressent, quelles sont les tensions, les conflits, les effets de matière, les effets de lumière qui m'intéressent, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour les filmer. Mais après, en fait, une fois que tu es sur le terrain, notamment en documentaire, et que tu as affaire au réel, tu penses juste à filmer du mieux possible ce qui est en train de se passer. Et donner accès au moment, à l'expérience du moment. Et c'est ensuite au moment du montage que tu peux commencer à te reposer ces questions-là, à te dire tiens, est-ce que ce que j'ai filmé, ça peut encore porter ce que je voulais dire, ou est-ce que ça porte autre chose que je n'avais pas prévu, qui est peut-être plus intéressant, et surtout, est-ce que c'est vraiment intéressant ma théorie, ou est-ce que c'est plus intéressant l'histoire qui se déplie de mon expérience, quoi. Donc tu as fait une thèse. Tu as fait une thèse en cinéma. Est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, comment est-ce que la thèse que tu as réalisée va influer sur la manière dont tu vas faire des films à partir de maintenant? Est-ce que tu as envie de faire des nouveaux films sur la base de ton travail de thèse déjà? En fait, oui, parce que dans le corpus des films que j'étudie dans ma thèse, j'ai eu beaucoup de frustration sur ce qu'il n'y avait pas et que j'aurais aimé qu'il y ait. Du coup, j'ai des idées comme ça par exemple, ma thèse portait beaucoup sur la bioluminescence et c'est assez rare en fait des films de fiction qui intègrent des images de bioluminescence filmées vraiment en tant que telles et pas reproduites par image de synthèse ou retravaillées par ordinateur. Ça, faut que tu développes. Donc, bioluminescence, c'est par exemple une luciole ou c'est un animal qui produit... La bioluminescence, c'est la lumière produite par un organisme vivant. D'accord. Donc il y a les lucioles effectivement sur Terre, il y a des champignons qui font ça aussi, il y a des scarabées, il y a des vers de terre. Et en fait dans l'océan, 75% des espèces en dessous de 200 mètres de fond sont bioluminescentes. Mais qu'est-ce qui te motive? C'est que tu as l'impression d'avoir trouvé avec la bioluminescence quelque chose qui est joli et quelque chose qui n'a pas été suffisamment observé à sa juste valeur jusqu'à aujourd'hui? C'est ça qui te motive? Ce qui me motive, c'est que déjà c'était une découverte de me dire en fait dans l'océan tout est noir, et puis en fait de se dire non, en fait c'est ponctué d'événements lumineux, de me dire qu'en fait pour le cinéma qui est un art de la lumière,
ce type d'espace, c'est absolument bouleversant parce qu'en fait, c'est un tout autre rapport à l'image parce que tu n'as aucun éclairage extérieur, tu n'as que le corps dans l'image qui produit sa lumière. C'est l'inverse du cinéma. C'est-à-dire que au cinéma, comme ici, on a une lumière qui est en dehors du cadre et qui va éclairer nos corps qui vont absorber la lumière et la réfléchir. Là, c'est l'inverse. Du coup, je me dis, tiens, si le cinéma se confronte à ces corps-là, qui sont en fait des inverses des corps cinématographiques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut penser à partir de ça? Et donc, pour moi, c'était une sorte de contre-perspective sur le cinéma et une manière du coup de prendre du recul sur le cinéma en tant qu'art technique, social et culturel et de le penser comme un phénomène qui appartient au vivant et à l'histoire du vivant et pas qu'à nous humains. Et moi, ce qui me motive, c'est de relier l'humain au reste du vivant, c'est de ne plus penser la différence nature-culture comme une différence absolue et de réintégrer l'humain dans une sorte de tissu vivant. Et pour moi, la lumière était une entrée en matière possible, dans la mesure où on n'est pas les seuls à être obsédés par la lumière. Ouais. Ok. Et donc, là, ta thèse, tu l'as publiée. Donc ça, c'est ton Elle sera publiée en novembre. D'accord. Et tu lui as donné quoi comme titre définitif? Pour l'instant, c'est Vers une écologie de l'apparition. Vers une écologie de l'apparition. Tu peux développer un peu le titre? En fait, c'est un titre qui fait référence au livre de Bateson, Gregory Bateson, qui était un anthropologue, sémioticien la deuxième moitié du XXe siècle, qui a écrit un ouvrage qui rassemblait des textes qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit. Et dans cet ouvrage, il essayait de penser ensemble les écologies, disons, physiques, mais aussi les écologies mentales et les écologies sociales. Et que ces trois écologies-là, un peu comme l'a décrit ensuite Félix Guattari, ont des relations entre elles, se superposent et ont autant d'importance les unes que les autres. Et il avait une certaine manière de décloisonner les disciplines, de décloisonner la pensée, de décloisonner le corps, de se dire que en fait, l'esprit n'a pas lieu qu'à l'intérieur du corps, mais il se diffuse sur toute la chaîne d'action d'un corps. Donc, bref, c'est tout ça qui m'inspire. Et la question de l'apparition, pour moi, elle est fondamentale. À la fois dans ma pratique des films, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec l'apparition d'un personnage dans l'image. Pour moi, l'apparition, c'est le moment où une forme vivante peut être en pleine possession de sa visibilité. Et c'est le moment où le visible n'est pas encore donné, mais il est à mériter, on va dire, c'est le moment où le visible est en relation avec sa part d'invisible et où on peut se connecter à quelque chose qui est en train d'émerger. Et c'est cette émergence, moi, qui me passionne. C'est ce moment où quelque chose commence à apparaître et où tout est possible. Donc je l'ai appelé comme ça, vers une écologie de l'apparition, pour penser aussi une écologie des images, c'est-à-dire de penser un lien encore une fois un réseau entre les images de cinéma et les organismes vivants. Et donc pourquoi écologie dans le titre? Écologie, c'est pour moi la science des relations. C'est vraiment ce type d'approche que j'ai envie de mettre en avant. C'est de penser d'abord la relation avant les choses. Donc de penser d'abord les images comme étant reliées entre elles. Et en fait, ma thèse s'est construite sur une mise en réseau de choses hétérogènes. J'ai souvent eu comme réflexe dans mes analyses de films de ne jamais penser une séquence ou un film séparé d'un tout ou d'autres choses auxquelles ils ne pensaient pas forcément appartenir, mais auxquelles moi je vois des liens et que je mets en avant et que j'arrive à démontrer. Et donc c'est pour moi des images, des séquences qui sont en lien en fait avec plusieurs autres films du même réalisateur, mais aussi avec d'autres films, d'autres réalisateurs ou réalisatrices, mais aussi avec des images qui ne sont pas des images de cinéma, mais aussi avec des phénomènes du réel qui ne sont pas des phénomènes de cinéma à proprement parler, mais que je mets en relation. Outre la structure classique d'une thèse, tu as eu besoin aussi à un moment d'aller plus vers le genre de la fiction, c'est ça?
Et ça ressemble à quoi ce projet? Eh bien, en fait, avant de commencer ma thèse, j'y avais déjà pensé. Mhm. J'avais une idée comme ça, d'un livre que je voulais écrire sur la zone du détroit de Bering. Donc, c'est le détroit qui est entre l'extrême est de la Sibérie et l'Alaska, Mhm. ce mince morceau de mer. J'avais envie d'écrire quelque chose sur cet endroit, et notamment sur le fait que avant il y avait de la terre, que avant la dernière période de déglaciation, c'était un gros morceau de terre qui s'appelait la Béringie. Mhm. Et donc je voulais écrire un livre sur la disparition de cette terre. Mhm. Ça, je pensais que ça serait un travail de recherche, encore une fois, énorme, qu'il faudrait que j'aille faire une étude de terrain, que je me renseigne très précisément sur les communautés locales, bref, que ça allait me prendre 10 ans, une nouvelle thèse. En fait, une fois que j'ai fini ma thèse et qu'en fait le confinement a commencé, Mhm. ce projet-là m'est revenu en tête et je me suis dit, mais des amis aussi m'ont fait comprendre que en fait ça pouvait être aussi vraiment juste de la fiction et que j'en avais Mhm. rien à battre du travail fait de précision scientifique exacte, quoi. Alors la recherche autour de cet endroit a beaucoup nourri mon écriture Mhm. en termes d'idées, de thèmes, de vocabulaire, mais par contre je me suis complètement laissé aller au flot de l'écriture de fiction et à sa poésie propre, et ça a été complètement libérateur, quoi. Mhm. Et là, l'enjeu qu'on a avec les éditeurs, c'est vraiment de voir comment est-ce que la fiction peut aussi charrier des idées très fortes en anthropologie, Mhm. et peut avoir une pertinence scientifique sans pour autant avoir une forme scientifique, Mhm. et ni en mettant en avant cette dimension-là, mais peut avoir une force de frappe, disons, en l'occurrence là, anthropologique, mais aussi écologique, mais aussi politique, mais en prenant vraiment le parti pris de la fiction. Mhm. Et Ouais. est-ce que du coup tu as choisi de centrer le récit sur un personnage, ou comment est-ce que tu as pensé du coup la narration de cet ouvrage? Ben alors, voilà, comme on disait avant, j'ai du mal avec les monorécits. Du coup, là, il y a 3 personnages Mhm. qui s'entremêlent, et donc les voix s'entremêlent, et il y a une sorte de tension narrative autour du statut de ces postures narratives. Euh, donc, la tension narrative et l'écriture elle-même, le travail littéraire, est tendu par une remise en question du statut narratif et des multiples couches de narration possibles, tout en gardant une structure assez claire et toujours limpide et compréhensible, mais avec des sous-couches auxquelles on peut accéder dès lors que l'on accepte de remettre en question cette autorité narrative et de voyager entre les différentes strates que je propose. Mhm. Est-ce que tu pourras nous en lire un morceau? Est-ce que je peux en lire un morceau? Ouais. Ici la Béringie. Chapitre 1. J'étais au fond de l'océan et tout était translucide. Jusqu'à la surface s'érigeaient de grandes montagnes dont les pointes dépassaient à l'air libre. J'étais peut-être à une centaine de mètres de profondeur et je respirais parfaitement. C'était une technique que j'avais apprise des poissons et qu'il ne fallait surtout pas que j'oublie. Je me répétais sans cesse la procédure respiratoire à suivre. C'était complexe, je crois, mais presque naturel, apaisé en tout cas. Je voyais des corps colossaux passer au-dessus, des baleines et autres créatures. Il y avait des tanks qui descendaient également en file indienne depuis la berge lointaine. Ce qui me frappait, c'était la clarté de l'eau, en noir et blanc. Tout était limpide et flottant sur des distances infinies. La guerre se préparait dans une placidité indescriptible. Au fond, un bouillonnement m'appelait intensément. Je descendais lentement la pente douce, de plus en plus profondément. Soudain, je croisai un corbeau. Je ne sais pas s'il nageait ou volait. Il s'est posé devant moi et avait l'air de me toiser. J'ai commencé à douter de ma propre légitimité sous-marine. Je n'arrivais plus à respirer, je me suis réveillé. Pas besoin d'être palynologue pour comprendre. Il pose le carnet et fait tourner entre ses doigts la fleur vive au-dessus de son front. Les pollens parlent la langue commune. Être à l'écoute, laisser passer les premières incompréhensions, attendre que les particules se déposent par strates. Parfois ça parle soudain, on ne s'y attend pas. C'est quand ils ont trouvé ici la même fleur qu'il avait cueillie de l'autre côté,
que l'évidence lui avait claqué la poitrine il y a quelques années. Les mêmes signatures pollen de part et d'autre du détroit. Ils placent l'anémone dans son herbier sibérien et ils compareront la fleur avec celle conservée dans l'herbier alaskien, l'herbier maudit. Avec soin, ils la fixent au papier par la tige, notent la date, l'arborescence phylogénétique avec le nom de ses ancêtres connus et une nouvelle suggestion de dénomination taxonomique qu'il avait pris l'habitude d'inventer avec elle. Dianae beringianum. À côté, ils notent dans une colonne des mots les uns sous les autres. Pollen, parler, palynologie, palymnésie, palynodie. Il relève le nez et il sent le souffle glacé de la toundra dans la nuque. Il fixe à nouveau la page fraîche de l'herbier qu'il laisse un peu sécher au vent sec. Il le sait. Ces fleurs, appelées aussi filles du vent, ne sont pourtant pas arrivées ici par le vent d'Est. Elles ne sont pas plus récentes que celles de l'autre côté en Alaska, ni plus vieilles que celles des îles Aléoutiennes. Elles ont toutes colonisé par radiation depuis un centre commun, qui se trouve aujourd'hui à des centaines de mètres sous la mer. Il en mettrait sa main à couper.